Alors, bonjour à tous, bienvenue dans la section 2.3 du cours numéro 7, la dernière section. Et on va regarder ensemble les gestionnaires d'événements. On va aussi introduire un quatrième sélecteur. Donc, on a vu sélecteur élément, classe, ID. On va avoir un quatrième ici. On va aussi parler de l'action, la méthode .data et comment tout ça ensemble nous permet de vraiment venir cimenter l'idée d'interactivité. Alors ici, diapo, OK, on continue de construire la démonstration où on saisit un montant dans un champ et on affiche soit une bannière rouge ou une bannière verte. Et ce qu'on va voir ici avec les gestionnaires d'événements, c'est qu'au lieu d'avoir une action comme masquer une bannière ou afficher une bannière qui se passe au rafraîchissement de la page, ce qui n'a aucun sens dans une application réelle, avec les gestionnaires d'événements, on est capable de synchroniser ça avec un événement précis. Par exemple, je saisis une touche, j'évalue si le prix est supérieur à 50 et seulement si le prix est supérieur à 50, j'affiche la bannière verte. Donc, c'est à un moment bien précis que la bannière s'affiche, ce n'est pas au moment de l'ouverture de la page. Et c'est ce qui permet de donner la réelle interactivité parce que tout ce qui se passe, toutes les manipulations au DOM sont conditionnelles à des événements. Et c'est ça l'interactivité. Alors, allons-y avec un peu de code. Ici, j'ai ouvert le fichier de description de la première démonstration. Je vais aussi copier le fichier de départ dans un fichier index.html. Donc, commande C, commande V. Je ferme le fichier de départ. Je vais charger ici le fichier dans le navigateur. J'ouvre ici ma console. On en aura besoin pour faire des petits tests. Je vais aussi agrandir un peu. Le formatage n'est pas idéal pour veuillez entrer le prix. Il y aurait moyen d'ajuster ça un petit peu. Là, on pourrait donner un peu plus d'espacement ici, qui serait peut-être un peu plus joli. Bon, ça c'était vraiment une parenthèse. J'attire votre attention sur quelque chose. Comme point de départ, j'ai sélectionné ici deux bannières. La bannière avec rabais et la bannière sans rabais grâce aux attributs ID. Alerte avec rabais, alerte sans rabais. La règle, c'est un display none. J'ai expliqué ça à la section 2.2, pourquoi on veut un état initial. Vous pourriez faire un choix différent. Okay? Vous pourriez dire, moi, je veux afficher la bannière rouge à l'ouverture de la page, donc je ne veux pas donner un display none à ma bannière rouge. Si je fais ça, okay, j'ai directement la bannière rouge à l'ouverture de la page. Bon, moi, comme choix, j'ai décidé de mettre les deux bannières dans un état masqué. Mais l'important ici, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe avec le code. Ce n'est pas nécessairement le choix spécifique, mais plutôt la logique. Alors, mes deux bannières sont masquées, mais elles sont ici. Vous pouvez aussi les voir si vous venez inspecter le code. Je vais juste rafraîchir ma page. Si vous venez dans la division, il y a le formulaire avec le champ. On en reparle dans un instant. Et on a les deux divisions qui sont masquées. Okay? Display none, on voit les règles. Je pourrais les enlever. Parfait. Donc, une fois que vous avez pris le temps de comprendre le code, qu'est-ce que vous avez comme point de départ, les outils que vous avez à votre disposition, à ce moment-là, vous pouvez commencer à coder. C'est important de prendre le temps. Ce n'est pas du temps perdu que de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et aussi, en vous pratiquant, il va y avoir certains schémas ou certaines idées qui vont se construire dans votre tête. Et quand vous allez faire d'autres exercices, ça va venir plus naturellement. Okay? Donc, prenez le temps. C'est un investissement que vous faites. Nouveau fichier, app.js. Là, on va faire notre démarche habituelle. Je vais mettre un peu d'espace ici pour qu'on voit bien. Je vais lier le CDN de jQuery. Je clique. Je vais copier-coller la balise script. Je vais indenter correctement mes attributs. Et là, je vais aussi mettre un lien vers le fichier app.js. Je vais faire un petit test comme d'habitude. Je mets un petit peu de garbage. Et si je viens rafraîchir ma page dans la console, je vois bel et bien le test que j'ai mis à la ligne 1. OK, parfait. Ça me fatigue de voir le 2 points ici. Excusez-moi, c'est une petite obsession. On va agrandir encore un peu. Good. Alors, tout est prêt. On peut se lancer dans la discussion sur les gestionnaires d'événements. Là,
L'étape 3 de notre démarche habituelle, c'est rechercher sur api.jquery.com. Là, je vais vous introduire à la méthode qui s'appelle .on. .on, ça nous permet d'attacher un gestionnaire d'événements à une certaine sélection. Et c'est la forme longue pour attacher des gestionnaires d'événements. Il existe aussi la forme courte. Donc, laissez-moi revenir en arrière. Ce que je vais faire, je vais charger .on dans un onglet à part. Mais je vais vous donner quelques exemples. .click. .click, si je l'ouvre, ça permet d'attacher un gestionnaire d'événements spécifique pour un clic. Mais dans le fond, derrière le .click, okay, ce qui se passe, c'est un raccourci pour la méthode .on, qui est la méthode que moi je vais vous montrer. Maintenant, si on regarde d'autres événements comme .keyUp ou keyPress ou keyDown, ça, ce sont les touches. Quand j'appuie une touche, au moment d'appuyer la touche, c'est un keyPress. Ensuite, le keyDown, c'est quand la touche est enfoncée. Et le keyUp, c'est quand je relâche la touche. Bon, exemple, je regarde le keyUp, qui est un événement que je peux attacher. Donc, c'est une méthode que j'applique sur une sélection. Bind an event handler pour le keyUp. OK, ça marche. C'est quoi ça en fait? C'est un raccourci pour .on. Alors là où je m'en vais avec ça, c'est qu'il existe toutes sortes d'actions. .keyUp, .click, .mouseover, .mouseenter, etc. Mais tout ça, ce sont des méthodes raccourcies et derrière la programmation, ce qui se passe, c'est vraiment un .on. Alors moi, je vous montre une seule méthode pour rendre la tâche plus simple pour le cours. Si vous trouvez ça plus facile d'utiliser les méthodes spécifiques, exemple, je vous dis attacher un gestionnaire d'événements pour les clics. Si pour vous, c'est plus facile d'utiliser .click, faites-le, c'est correct, mais moi, je vais juste utiliser .on pour le cours. Alors, ça, c'est l'action, la méthode qu'on va utiliser pour attacher nos gestionnaires d'événements. Allons-y pour une démo. Je viens dans mon code ici. Je regarde qu'est-ce que j'ai. OK, on a déjà parlé des bannières. Tantôt, j'en ai parlé là, pour expliquer le style initial. On a aussi un champ. Et là, le champ a un ID. Alors, on a dit que quand on veut sélectionner un seul élément, et que cet élément-là a un ID, la meilleure option pour la sélection, c'est une sélection par ID parce que c'est ce qui est le plus restrictif. Alors, si je veux sélectionner mon champ et mettre un gestionnaire d'événements qui dit à chaque fois que je saisis une touche dans mon gestionnaire dans mon input, je vais me servir de la sélection input prix et je vais lui attacher un gestionnaire d'événements. Alors, mettons un petit commentaire ici. On attache un gestionnaire d'événements sur le champ. On utilise une sélection par ID car c'est la meilleure option ici. J'ai expliqué pourquoi. Et nous utiliserons l'action, je vais mettre en parenthèse méthode, .on pour mettre en place ce gestionnaire. Là, je vais mettre gestionnaire d'événements ici sur le champ, je vais mettre input pour observer la saisie de touches. Je vais appeler ça un key-up. Good. Donc, les commentaires sont mis. Vous saurez pourquoi est-ce qu'on va écrire ce qu'on va écrire. On débute toujours par une sélection. Je veux sélectionner mon champ pour lui attacher un gestionnaire d'événements. Mon champ porte un ID de, je reviens, j'ai déjà oublié, un ID de input prix. Alors, dièse input prix. Je lui attache un gestionnaire d'événements avec l'action .on. Et là, ce qui vient à l'intérieur du .on, c'est un peu compliqué pour le cours parce qu'on ne parle pas de la définition de fonctions anonymes. Okay, là, je mets ça simple. Alors, ce que je vous encourage à faire, c'est de prendre le template qui est ici et copier-coller le template et changer ce que vous avez à changer. On va se pratiquer tantôt avec ça. Mais ici, on a déjà écrit le sélecteur, on écrit le .on, il y a l'événement entre guillemets, qui est une chaîne de caractères, et il y a la fameuse fonction, le callback. On n'apprend pas ça dans le cadre du cours, donc vous faites juste copier-coller ceci. Et il y a les actions à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on va pratiquer. Là, j'ai tout dit ça en théorie, là, mais on va pratiquer ça ensemble, ça va être beaucoup plus simple.
Moi, je l'écris à la main. KeyUp et la fameuse fonction qu'on passe. Donc ici, une sélection à gauche. Rien de nouveau ici. .on, on attache un gestionnaire d'événements, c'est une action comme une autre. Rien de si nouveau pour ça, il y a juste l'action en tant que telle, .on, qui est nouvelle. Le premier argument qu'on passe à l'intérieur des parenthèses, c'est l'événement qu'on va observer sur notre sélection. Ce qu'on observe ici sur le champ, c'est la saisie d'une touche. Alors, on observe un KeyUp. Si je vous demandais d'observer le clic, bon, ben, il y aurait un événement spécifique qui est l'événement clic. Et là, c'est un événement KeyUp. Parfois, ça pourrait être un mouse enter, un mouse leave. Donc, vous allez devenir familière avec les différents types d'événements. Le deuxième argument qui suit la virgule, c'est la fonction qui va être exécutée à chaque fois que l'événement est déclenché. Donc, à l'intérieur de cette fonction-là, sans introduire l'idée même de fonction, à l'intérieur de la fonction, vous devez définir les actions qui se passent lorsque l'événement est déclenché. Et les actions, ça peut être masquer une bannière, afficher une bannière, faire glisser une bannière, changer du contenu avec .html, ajouter du contenu avec append. Donc, tout ce qu'on a vu en 2.2 peut être utilisé à l'intérieur des accolades de la fonction pour définir les actions qui sont exécutées lorsqu'un événement est déclenché. Alors, on définit les actions à prendre lorsque l'événement est déclenché. Et ça, c'est important de comprendre que les actions qui sont reliées à l'événement doivent être absolument définies à l'intérieur des accolades. Si vous sortez ici du gestionnaire d'événements, d'autres actions, les actions ou peu importe ce que vous faites, ces actions-là ne seront pas exécutées au moment de l'événement. Elles vont être simplement exécutées lorsque le fichier va être lu quand vous allez charger la page. Ces actions-là, à l'intérieur de la fonction, et je devrais être plus précis, là, je devrais dire ce qui est à l'intérieur des accolades ici, ça va être exécuté potentiellement plusieurs fois, parce que si vous cliquez ou vous saisissez une touche plusieurs fois, ça va déclencher à chaque fois l'événement KeyUp ou peu importe, et ça va exécuter le contenu de la fonction. Pour l'instant, je vais juste mettre console.log, et c'est ce que je vous encourage de faire quand vous développez votre application JavaScript. Écrivez le gestionnaire d'événements et mettez un console.log pour tester votre gestionnaire d'événements. Trop souvent, il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent « Je ne comprends pas ce qui se passe avec mon code, peux-tu m'aider? » Et là, je reçois un long fichier JavaScript et j'ai l'impression, et c'est souvent confirmé, que la personne n'a même pas testé le bon fonctionnement du gestionnaire d'événements et a pourtant à l'intérieur du gestionnaire 10, 15, 20 lignes. Mais la première chose, c'est s'assurer que lorsque l'événement est déclenché, il y a au moins une action qui est prise. S'il vous plaît, prenez le temps de tester votre gestionnaire avec un console.log et je vais mettre « Le gestionnaire fonctionne bien ». Alors là, je m'attends ici à ce qu'à chaque fois que je saisis une touche KeyUp dans mon champ qui porte un input de prix comme ID, je m'attends à avoir un console.log. Donc, je devrais voir le gestionnaire fonctionne bien. Je vais venir rafraîchir ma page ici. Je vais cliquer dans mon champ, mais cliquer, ça ne déclenche rien. Moi, j'ai dit c'est KeyUp comme événement que j'observe. Je vais saisir une première touche. Le gestionnaire fonctionne bien. Excellent. Deuxième touche. Le gestionnaire fonctionne bien. Je pourrais mettre 8, 7. Et là, vous voyez le petit badge à gauche qui permet de regrouper les opérations qui sont identiques. Alors, 4 fois, j'ai envoyé à la console le gestionnaire fonctionne bien, ce qui correspond aux 4 saisies de ma touche. Excellent. Alors, ça ici, ça a fonctionné. Maintenant, là, on va introduire un autre sélecteur et tantôt, dans la démo 2, on aura la chance de se pratiquer avec ce sélecteur-là et aussi avec Data. Ça, on y arrive tantôt. On va pouvoir sélectionner le champ, soit avec input prix à nouveau, ou soit avec un nouveau sélecteur. Là, je vais juste le mentionner pour que vous l'ayez en tête, mais je vais quand même me servir après de input prix. On pourrait utiliser le sélecteur 10, qui est un sélecteur qui dirait « Utilise
l'élément sur lequel l'événement vient d'être déclenché. Donc, je pourrais m'en servir ici. Je vais juste introduire l'idée. Okay, c'est mélangeant pour l'instant. Tantôt en 2.3.2, si je peux dire, vous allez vraiment comprendre c'est quoi sélecteur-C. Et là, pour garder ça simple, je vais dire, je veux sélectionner mon champ, input prix, et récupérer la valeur courante dans mon champ. Donc, exemple, je viens de saisir 5, et mon champ contient juste 5. Je veux récupérer cette valeur-là pour éventuellement la comparer avec 50 $. Quand je vais faire 5 et je vais faire 3, je vais vouloir récupérer le 53. Si je fais 5, 3, 7, je vais vouloir récupérer 537. Et il existe une méthode qui permet de récupérer la valeur d'un champ. Cette méthode-là, c'est .val. Alors, si vous allez lire .val, je viens dans jQuery, qui est api.jquery.com, .val. Vous allez voir que cette méthode-là permet de faire deux choses différentes. La première, c'est de récupérer get the current value, de récupérer la valeur du premier élément dans la sélection. Donc, si vous avez plusieurs champs, et là, vous essayez de faire .val, ça va retourner la valeur du premier champ. Donc, idéalement, .val, vous l'utilisez seulement sur une sélection par ID, okay, lorsque vous récupérez une valeur. Parce que sinon, ça va ignorer les autres valeurs. Maintenant, il y a une deuxième manière d'utiliser .val. Ce n'est pas le cas ici, là, mais pour des TP ou pour d'autres exercices, vous pourriez en avoir besoin. C'est d'utiliser .val et passer ce qui s'appelle un argument. On a vu les arguments avec .html, avec .append. Passer un argument qui est une chaîne de caractères. Et ça vous permettrait d'assigner à un champ une valeur. Donc, .val sans rien entre les parenthèses récupère la valeur du champ. .val avec une valeur entre parenthèses assigne une valeur au champ. Et ça va être commun. Okay, je vous parle de quelque chose qui va être commun, qui est d'assigner une chaîne de caractères vide à un champ lorsqu'on soumet un formulaire. Si on soumet un formulaire, on veut que les champs soient vidés. Et pour les vider, on utilise .val en passant une chaîne de caractères vide. Donc, gardez ça en tête. Ce n'est pas le cas ici, ce n'est pas ce qu'on souhaite faire, mais vous en aurez besoin pour d'autres travaux. Alors, .val, tout comme d'autres méthodes, a une fonction double, qui est deux façons différentes de l'utiliser. Maintenant qu'on en a parlé assez, je reviens dans le code. Ici, on s'en sert dans le mode de récupération. On dit un getter en anglais, sans rien de parenthèse. Alors là, je récupère la valeur de mon champ. C'est bien beau récupérer la valeur de mon champ, mais là, je vous laisse réfléchir quelques secondes. Quel concept on a vu jusqu'à date en programmation qui nous permet d'assigner dans un espace mémoire une valeur qu'on souhaite récupérer ou réutiliser plus tard? Okay, quel concept? Et si vous vous souvenez, au cours 5, on a parlé des variables. On a dit que dans une variable, je peux stocker une valeur pour la réutiliser plus tard. Parce qu'ici, c'est bien beau récupérer la valeur, mais si on ne l'assigne pas à rien, on ne pourra pas la récupérer. Alors là, je définis une nouvelle variable. Je vais l'appeler prix courant, mais vous pourriez l'appeler autrement. Là, vous pourriez l'appeler juste prix ou prix dans le champ, ou peu importe. Moi, j'appelle ça prix courant. Et pour assigner une valeur, on utilise le signe d'égalité. Alors, quand je vais lire cette ligne-là, la ligne 7, je vais dire, je sélectionne mon champ avec son ID, je récupère la valeur du champ, ou de la sélection plutôt, avec .val, et j'assigne le retour de tout ceci, grâce au signe d'égalité, à une nouvelle variable prix courant. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent ici, là. Il faut avoir compris la sélection. Vous devez comprendre la fonction de sélection par ID. Vous devez comprendre les actions, les méthodes. Vous devez comprendre c'est quoi une nouvelle variable avec le mot-clé var et l'assignation. Alors, si vous ne comprenez pas chacun de ces détails-là, ça rend la ligne très difficile à lire. Donc, prenez le temps de bien comprendre. Et pour tester que ça fonctionne bien, je vais faire console.log de prix courant. Là, je vais mettre ici le prix est 2 points, virgule. Donc ça, c'est ma variable qui va contenir la valeur courante dans le champ. Donc la valeur courante, ce n'est pas juste
la dernière valeur qui a été rentrée. Donc, si je fais 5, 3, 6, ce n'est pas le 6, le prix courant, c'est le 5, 3, 6 ensemble, 536. Sauvegarde, on va venir tester ça. Voyons si le console.log nous affiche les bonnes choses. 5, le prix est 5. 3, parfait. 6, 536. Donc, prix courant fonctionne. Là, je me rends compte que j'ai mis un espace de trop. Je pourrais l'enlever. Je reviens ici. 5, 3, 6. Parfait. Si je supprime, la touche de suppression, c'est un key-up. Alors, je viens de déclencher un événement key-up avec la touche de suppression, qui est le delete. Et là, le point val, l'action point val est quand même exécutée. C'est quoi? C'est 53, alors je vois 53. Bon. Ça avance bien. On voit que la valeur est bien récupérée. Quand vous développez et que vous mettez des consoles.log, moi, je suis heureux. Alors, vous avez tout à fait le droit de laisser vos consoles.log dans vos TP, les évaluations, projets, peu importe. OK, laissez-les si ça vous simplifie la vie. Ça va vous aider à déboguer. Ça va aussi prouver que ça fonctionne au fur et à mesure. Et si jamais quelque chose brise, ça va vous aider à retracer ce qui s'est passé. Bien évidemment, en production, c'est le genre de choses qu'on veut enlever pour nettoyer le code, mais pour le cours, vous êtes encouragé à les mettre, à les laisser. Maintenant, souvenons-nous de la démo. La démo, ici, je vais charger dans le navigateur. Si je saisis 5, c'est une bannière rouge, 3, c'est vert, si je supprime, c'est rouge. OK, alors, on va vouloir répliquer ce comportement-là. Soit on affiche la bannière rouge, soit on affiche la bannière verte. Et là, si on repense à ce qu'on a vu dans les cours 5 et 6, comme idée, OK, comme concept pour construire nos algorithmes, on a la condition qui nous aide à avoir des branches différentes dans notre code. Donc, soit je prends la branche A, soit je prends la branche B en fonction d'une condition. Et la condition ici, on veut tester si le prix courant est supérieur à 50. Si oui, on affiche la bannière verte. Sinon, on affiche la bannière rouge. Alors, on va servir d'une condition à l'intérieur de notre gestionnaire d'événements. Je répète, lorsqu'un événement key-up se passe sur un champ, il y a une fonction qui est exécutée. Nous, on définit ces actions-là à l'intérieur de la fonction. Okay, pour rendre ça simple, vous vous servez du template, vous le copiez-collez, vous changez les choses aux bonnes places. Et à l'intérieur de cette fonction-là qui est exécutée, on va mettre notre condition. Là, je ne veux pas trop répéter comment écrire une condition. C'est du matériel qu'on a vu au cours 5, qu'on a aussi pratiqué au cours 6 avec la condition dans la boucle. Donc, je vais écrire le if-else directement. If le prix courant, on a vu les valeurs du prix courant, on a vu 5, 5,3, ça fait 53, 536. Donc, if prix courant est plus grand que 50, j'ai mes accolades. Sinon, je fais quelque chose d'autre entre mes accolades. Dans mes accolades de mon if, pour l'instant, avant d'afficher, masquer les bannières, je valide que mon code fonctionne. Console.log, le prix courant est supérieur à 50. Donc, si mon test est vrai, je devrais voir dans la console ce message-ci. Sinon, le prix n'est pas, oups, j'aurais besoin d'un guillemet simple, alors je vais me servir des guillemets doubles. Le prix n'est pas supérieur à 50. Et là, pour ceux qui se demandent pourquoi je dis le prix n'est pas supérieur à 50 au lieu de dire le prix est inférieur à 50, c'est qu'en fait, si le prix est exactement 50, on va tomber dans le else. Donc, imaginez, le prix est de 50. Est-ce que 50 est plus grand que 50? C'est faux, donc on exécute ici. Je vais mettre mon point-virgule. Et là, allons-y. On va tester les deux branches de notre code dans le navigateur. Je viens ici, je rafraîchis, je vais mettre 5. Le prix est 5. Le prix n'est pas supérieur à 50. Je vais mettre 3. Le prix est 53. Le prix courant est supérieur à 50. Excellent, ça fonctionne. Je vais juste mettre courant pour être correct. Donc, maintenant qu'on a vu le if-else, ça fonctionne, il nous reste une chose à faire. C'est de mettre l'effet d'interactivité en question, de mettre l'effet de masquer la bonne bannière et afficher la bonne bannière. Alors ici, si le prix
est supérieur à 50, je peux laisser mon console.log, je vais le laisser en premier. Je vais vouloir afficher ma bannière verte. Alors, souvenez-vous ce qu'on a fait en 2.2. Là, je vais le faire sans revenir en 2.2. Je vais prendre mon ID de ma bannière verte, ce ID-ci, parce que je sais que ça, c'est ma bannière verte. Alert success, parfait. Donc, j'ai pris son ID. Je vais sélectionner ma bannière verte avec le dièse ID et je vais l'afficher. Pourquoi je sais que point chaud fonctionne? Parce qu'ici, tantôt on en a parlé, j'ai un display none sur mes deux bannières, ce qui fait en sorte qu'elles sont masquées, mais je sais que point chaud change le display none par display block ou display inline, mais remet l'état visible de l'élément ou des éléments sélectionnés. Alors, point chaud va fonctionner. Si la condition est fausse, je vais afficher la bannière rouge. Alors, je vais prendre son ID. Je sais que c'est la deuxième bannière, celle qui correspond à la classe Bootstrap Alert Danger. Je prends le ID, je m'en sers dans la sélection avec le dièse et je veux afficher la bannière. Et là, ça peut sembler correct. Okay, je peux dire, parfait, c'est correct. Si le prix est supérieur à 50, j'affiche la bannière verte. Sinon, j'affiche la bannière rouge. On va voir qu'il y a un petit bug. Mais avant d'y aller, essayez de deviner c'est quoi le bug. Okay. Si c'est supérieur à 50, j'affiche la bannière verte. Sinon, j'affiche la bannière rouge. Qu'est-ce qui pourrait être incorrect? On va faire un test. 5, je vois la bannière rouge. 3, oh, je vois bel et bien la bannière verte, mais je n'ai pas pensé à masquer ma bannière rouge. Alors, c'est ça le bug. Je vais m'assurer que peu importe la valeur que j'écris, que je masque la bannière opposée, si je peux dire, à celle que je viens d'afficher. Alors ici, si j'affiche la bannière verte, je dois m'assurer de masquer la bannière rouge. Alors, je vais me servir de la sélection de la bannière rouge, mais je vais la masquer avec .hide. .hide qui remet display none s'il n'était pas là. Et ici, pour le else, je vais prendre ma bannière verte, mais au lieu de l'afficher, je vais la masquer avec .hide. Voyons si le bug est résolu. J'appuie sur 5. J'appuie sur 3. Good. 3 encore. Excellent. Si je supprime maintenant. Good. Le tour est joué. Regardons le code à nouveau ensemble. Okay, on a un gestionnaire d'événements qui observe la saisie de touches sur un élément avec un ID de input de prix qui correspond à notre champ. Lorsque ça se passe, ici, j'utilise encore le même sélecteur ID, alors que j'aurais pu prendre un meilleur sélecteur qu'on va introduire, ou dont on va parler plus en détail en 2, qui est le $10, mais on en reparle. Je sélectionne mon champ, je récupère la valeur courante de mon champ avec .val. Ça fonctionne parce que je n'ai pas mis d'argument à l'intérieur, qui aurait plutôt assigné une valeur à mon champ. Et tout ça, je le mets dans une nouvelle variable prix courant. J'affiche dans la console le prix courant pour m'assurer que tout fonctionne. J'ai ici une condition qui s'exprime avec la syntaxe if-else en JavaScript. La condition que je regarde, est-ce que le prix est supérieur à 50, le prix que je viens de récupérer à la ligne 7? Si oui, si le test est vrai, j'exécute ce qui est entre les accolades. J'affiche dans la console un petit message pour m'aider. Je masque la bannière rouge qui a un certain ID. J'affiche la bannière verte qui a un autre ID. Sinon, donc le sinon, ça veut dire si le test est faux, si le prix n'est pas supérieur à 50, j'affiche un autre message dans la console, je masque la bannière verte avec le ID alerte avec rabais et j'affiche la bannière rouge. Alors voilà, une fois que je sors de mon gestionnaire, et ça c'est défini, le gestionnaire en tant que tel est défini une seule fois au moment de l'exécution du script quand on charge la page. Mais ce qui se passe, c'est que la fonction est attachée à chacun des nœuds qui a été sélectionné. Là, on a juste un nœud sélectionné. Alors là, imaginez le champ dans notre DOM, dans notre petit diagramme qu'on a vu ici. Imaginez que le input était là. On aurait quelque chose qui aurait été attaché à notre nœud, qui est un gestionnaire d'événements. Et là, à chaque fois que le key-up est exécuté ou est déclenché, la fonction est exécutée. Alors voilà, 2.3.1, c'est complété.
Je vais fermer ceci. 2.3.2. Selon moi, c'est un des sujets les plus difficiles dans le cadre du bloc 2 JavaScript. Donc, prenez le temps de vraiment réviser la matière ou de pratiquer avec ce qu'on va voir. Parce que c'est pas quelque chose que vous allez, selon moi, parce que moi j'ai pas réussi à comprendre ça à la première fois que je l'ai expérimenté. Donc, prenez le temps, là. Acceptez que ça ne sera pas si évident. Je vais essayer de rendre ça le plus clair possible, mais c'est difficile. J'ai le fichier de départ ici. Je crée mon index.html. Je vais copier, coller ce qu'on vient de montrer dans le fichier de départ, que je vais ouvrir dans le navigateur dans un instant. Et là, ici, je crée mon app.js. Je vais lier jQuery parce que je sais que je vais travailler avec jQuery. Je vais juste bien indenter mes attributs. Je vais aussi lier mon app.js. Je fais un console.log. Je vais mettre 2.3.2. Je vais venir charger index.html. On va ouvrir 2.3.2. Okay, je vais mettre ça en gros. Ça fonctionne. C'est beau. Je peux enlever mon console.log. Et allons-y. J'ai 3 liens hypertextes, 3 balises A. Donc, première chose qu'on fait quand on commence à travailler, on s'assure de comprendre ce qui est à notre disposition. Je n'ai pas de style en particulier, donc j'ai rien qui est masqué mais qui existe. Donnez-moi un instant. Donc, rien ici nous suggère qu'on a des éléments à utiliser qui ne sont pas déjà montrés. Donc, j'ai 3 éléments. href, le dièse, tout ce que ça veut dire, c'est qu'il ne pointe vers rien. Si je cliquais sur un des éléments, qu'il n'y a rien qui se passerait, je ferais juste aller à un... Ceci, ça nous permet d'aller à différentes sections qui ont des ID, mais on n'a pas défini, donc c'est beau. href, le dièse, il n'y a rien de spécial. Ici, on a un attribut data. J'espère que vous avez bien lu et compris c'est quoi un attribut data, mais on va y revenir dans un instant. Et j'ai une classe de btn. Okay. Btn, c'est juste une classe Bootstrap, mais là, je n'ai pas de Bootstrap. Alors, on pourra s'en servir sans crainte. Bon. Attribut data. Si vous allez sur zone code, si vous faites une recherche, data attribute HTML, okay, l'attribut data vous permet de stocker des données qui sont spécifiques à votre élément. Et là, ça, je me rends compte que ça n'aide pas nécessairement de juste lire une définition. On va se donner un exemple un peu plus concret. Imaginez, vous avez plusieurs boutons pour acheter quelque chose. Et au moment du clic, vous avez, je ne sais pas, un t-shirt, des pantalons, une chemise. Au moment du clic, vous voulez récupérer une information spécifique au produit que vous avez cliqué. Vous pouvez stocker des données dans du HTML grâce aux attributs data, des attributs données. C'est ça le rôle des attributs data. Okay? C'est pas de, comme exemple le href, c'est pas de configurer l'élément pour lui donner un comportement. C'est pas non plus comme une classe qui permet de sélectionner en CSS ou en JavaScript. C'est pas comme un width ou un height. C'est vraiment un attribut qui est fait pour stocker des données que vous allez récupérer au moment de cliquer ou de sélectionner un élément. Donc, vous stockez des données dans du HTML. Ici, ça pourrait être un SKU, ça pourrait être un ID, mais là, on fait juste un test. Data test. Et les attributs data doivent toujours commencer par data trait d'union. C'est comme ça qu'on reconnaît l'attribut data en HTML. Et c'est un attribut sinon comme un autre. Dans le sens où il s'écrit de la même façon, on a le nom de l'attribut est égal à sa valeur entre guillemets. Allons-y avec un peu de jQuery. On a parlé de data. Ce que je vais faire ici, j'ai ajouté un ID au premier élément, je vais l'appeler first element. On fait le cours en français, premier élément. Dans le app.js, on sait que pour sélectionner le premier lien, je vais pouvoir me servir de son ID premier élément. Alors, je sélectionne
avec ma fonction de sélection, je me sers du dièse parce qu'il y a une sélection par ID. Et là, je pourrais changer son contenu HTML pour, je sais pas, là pour l'instant on a A, je vais mettre test. Donc voyons si ça fonctionne. Ici, le but, ça va être de vous montrer comment utiliser ou récupérer la valeur d'un attribut data. On construit vers ça. Donc, je sélectionne par ID. Je m'assure que la sélection fonctionne. Pour l'instant, on changera après. Je reviens ici. Voyons voir si A change pour test. C'est bel et bien le cas. Parfait. Donc, ma sélection fonctionne. Au lieu de .html, je veux vous montrer l'action, la méthode .data. Alors, comme d'habitude, je vais venir ici, faire une recherche, data, .data. Je vais ouvrir dans un nouvel onglet. Et .data vous permet de faire deux choses. Qui est un peu comme tantôt avec le .val, j'ai dit, en fonction de l'argument ou du fait de ne pas mettre d'argument entre les parenthèses, il y a deux comportements différents. Soit on assigne, soit on récupère. Okay? Data, c'est la même chose. Si vous passez deux arguments séparés par une virgule, vous allez ajouter un nouvel attribut data à votre sélection. Bon. Si vous faites .data, vous passez une clé, vous passez une valeur, c'est ce qui va se passer. Si vous passez un seul argument, ça va vous permettre de récupérer une valeur qui est stockée. Donc, vos éléments HTML peuvent stocker de l'information, stocker des données, comme on a dit tantôt. Et vous pouvez soit ajouter des données ou soit récupérer les données, interagir avec les attributs data grâce à la méthode .data. Ici, .data, pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais essayer de récupérer le bonjour. Imaginez que c'est un SKU, imaginez que c'est quelque chose de relié au commerce électronique. Okay, donc, il y aurait une fonction, une utilité. Vous allez voir là, dans les TP, dans le travail de session, à l'examen, vous allez voir que ça peut être utilisé pour faire autre chose que récupérer un bonjour. Mais là, je vais vous montrer comment vous en servir en démontrant là, ici comment récupérer bonjour. Alors, j'aimerais ça dire .data, et là, je récupère avec une clé. Donc, la clé qui permet de récupérer bonjour. Mais c'est quoi cette clé-là? Comment faire pour dire, OK, je fais .data et je passe la bonne clé? Et ça peut être tentant de dire, ben, je vais prendre data test et ça va me donner le bonjour. Donc, dire ma clé, c'est data test. Ça peut être tentant, mais ce n'est pas tout à fait juste. OK? Tantôt, ce que j'ai dit, c'est que tous les attributs de data commencent par un certain préfixe qui est data trait d'union. Quand vous voulez stocker de l'info dans des attributs data, vous mettez data-ce que vous souhaitez. Data-ID, data-SKU, data-nom-du-produit, ce que vous souhaitez, mais le préfixe data- doit toujours être là. Ce qui fait en sorte que dans la méthode, la façon que ça a été construit, on omet, donc on enlève ce fameux préfixe-là. Et c'est assumé que lorsque la méthode va être exécutée, en fait, vous allez récupérer l'attribut data- ce que vous mettez entre les guillemets ici. Alors, derrière l'écran, ici, data, je ne sais pas s'ils vont le spécifier. Je ne sais pas si je vais faire une recherche. .attr. Okay. Derrière, c'est pas écrit, mais derrière la méthode .data, ce qui se passe, c'est que vous récupérez la valeur d'un attribut. Il y a moyen de récupérer des valeurs d'attributs avec une certaine méthode. Mais étant donné que c'est tellement commun de servir des attributs de data pour récupérer ou assigner des valeurs, il y a une autre méthode qui a été construite pour rendre ça encore plus facile, qui est .data. Alors, quand vous allez utiliser .data test, je vais mettre en commentaire, en fait, vous récupérez la valeur stockée dans data-test. Si vous vouliez récupérer la valeur stockée dans un attribut data-test-bidon-abc, vous utiliseriez .data de tout ce qui suit
le préfixe data-. Donc, tout ce qui suit, c'est ceci. Et là, ça serait la bonne façon de récupérer ce qui est contenu, ce qui est stocké dans l'attribut data. Et bien évidemment, vous devriez mettre la sélection appropriée avant. OK. Je pense que ça commence à être plus clair. On a une sélection par ID et je veux récupérer ce que cette sélection-là stocke dans un attribut data-test. Donc, j'utilise la méthode data, ce qui vient composer mon attribut data-test. Parfait. Je mets ça où pour m'en servir à nouveau? Je mets ça dans une variable, un peu comme avec .val. Je veux stocker ma valeur pour la réutiliser plus tard. Je vais laisser le commentaire plus bas, vous savez à quoi ça fait référence. Donc, variable. Appelons la variable, moi je ne sais pas, ma valeur data. C'est moi qui viens de choisir ça. Okay. Ma valeur data, je lui assigne ce qui est à droite, ce qui est le retour de ceci. Et là, je vais afficher dans la console ma valeur data. Voyons si ça fonctionne. Est-ce que je vois bel et bien bonjour dans la console? Donc, est-ce que je vois bel et bien la valeur stockée pour l'attribut data-test de la sélection sur un ID de premier élément? Je viens ici, je rafraîchis et je vois bel et bien bonjour. Et pour vous montrer que le bonjour vient de là, si je change bonjour pour bonjour groupe, quand je vais sauvegarder et que je vais rafraîchir, je vais bel et bien voir bonjour groupe. Donc, imaginez un scénario où vous avez des différents attributs data-id avec des ID 0, 1, 2, 3 sur des boutons différents. Et au moment du clic d'un de ces boutons-là, vous voulez savoir lequel des boutons, lequel des ID vient d'être cliqué parce que vous voulez envoyer la bonne requête à la bonne place. Vous voulez composer quelque chose avec une partie dynamique qui a besoin de ce ID-là. Ça nous amène à notre deuxième point dans la démo 2, qui est la sélection $10. Donc, data et $10 sont deux idées complètement distinctes, mais on s'en sert souvent ensemble et on s'en sert souvent dans le cadre des gestionnaires d'événements. Alors, c'est pour ça qu'on les présente en ce moment. Mais ça reste que ce sont des idées différentes, vous devez bien les comprendre individuellement. Alors, data, on en a parlé, c'est fait. Maintenant, parlons de 10. Maintenant, parlons de 10. OK. On va écrire un gestionnaire d'événements. Et là, j'écris mon gestionnaire sur la classe BTN. Je ne suis pas un fan de faire ça pour une raison que je vous explique. Donc, je veux que vous fassiez la distinction. BTN, c'est une classe qu'on utilise en Bootstrap pour styliser nos éléments boutons. Et alors, on n'utiliserait jamais la classe BTN si on avait Bootstrap. Mais là, j'ai partagé une classe avec mes trois éléments. Si ça rend ça plus simple, je peux mettre classe bouton à utiliser pour sélection. Okay, je pourrais mettre une classe farfelue comme ça pour rendre ça explicite. Ça, c'est la classe à utiliser. Parce que d'habitude, dans les exercices, les évaluations, j'utilise des classes explicites qui sont faites pour être utilisées pour des sélections. Le BTN, ça apporte la confusion, mais vu qu'on n'a pas Bootstrap, c'est correct. Alors, je vais utiliser une sélection sur ma classe BTN. .btn. Et je vais mettre un gestionnaire d'événements. Donc, j'attache un gestionnaire d'événements à plusieurs nœuds, pas juste à un nœud comme tantôt, à plusieurs nœuds, tous ceux qui portent la classe de BTN. Je vais observer un clic et je vais définir les actions à prendre lorsqu'on va cliquer un des éléments de ma sélection. Alors, tout ça, là, comme j'ai dit tantôt, vous pouvez le copier-coller de démo 1 description ici et juste changer la sélection, changer l'événement et écrire les actions à l'intérieur. Je vous encourage en fait à faire ça pour éviter les erreurs de parenthèses, d'accolades, c'est un peu compliqué. Première chose, on fait un console.log pour nous assurer que le gestionnaire d'événements fonctionne. Donc, je vais afficher test dans la console à chaque fois que je viens cliquer sur un BTN. Voyons voir si ça fonctionne. Si je clique sur C, je vois test. Si je clique sur A, je vois test. Sur B, je vois test. OK. Tout est beau jusqu'à date.
Imaginez maintenant que j'ai besoin, au moment du clic, lorsque je vais cliquer sur un des trois boutons, imaginez que je veuille sélectionner spécifiquement l'élément qui vient d'être cliqué. Je ne peux pas savoir à l'avance. Donc, même si je donnais ici un ID de deuxième élément et un ID ici de troisième élément, même si j'avais des ID, je ne pourrais pas me servir du ID pour effectuer une sélection dynamique après que le clic soit fait, parce que je ne sais pas à l'avance lequel des éléments j'ai choisi. Donc là, quand je clique sur un bouton, laissez ça vraiment mijoter dans votre tête, je veux sélectionner dynamiquement le bouton qui vient de déclencher l'événement. Alors là, la première chose à comprendre, c'est que les éléments qui peuvent déclencher un clic sont restreints. Okay? Ça peut seulement être les éléments qui portent une classe de BTN. Si j'avais des sous-éléments à l'intérieur ici, moi je ne sais pas, des spans ou autre chose, ces éléments-là ne pourraient pas être responsables de l'événement parce que les seuls éléments ou les seuls nœuds qui peuvent créer ce type d'événement-là ici sont les éléments qui portent BTN. Alors, vous devez toujours vous assurer de prendre la bonne sélection lorsque vous allez, par la suite, travailler dynamiquement avec le $10. Bon, okay, ça fait plusieurs petites choses là, dont je parle. C'est correct, si ce n'est pas 100% clair, on va travailler. Pour sélectionner dynamiquement cet élément-là qui vient de causer un clic, on a accès à un sélecteur qui est $10. Et là, le 10 n'est pas une chaîne de caractères, contrairement aux autres types de sélection. Le 10 a une certaine signification en JavaScript. On ne va pas en parler dans le cadre du cours, mais ici, pensez qu'on sélectionne celui-ci, 10. Donc, l'élément qui vient d'être responsable de l'exécution de la fonction. Okay? À chaque fois qu'un élément déclenche un événement, boum, la fonction est exécutée, mais ça peut être le bouton A, ça peut être le bouton B, ça peut être le bouton C. Ici, peu importe c'est lequel qui vient d'être cliqué, c'est lui qu'on récupère dans l'exécution de la fonction. OK. Pour vous montrer que ça fonctionne, changeons le contenu avec .html de l'élément spécifique qui vient de déclencher le clic. Donc ça ici, je ne sais pas à l'avance. Je ne sais pas si ça va être A, B ou C. C'est JavaScript qui va le décider pour moi. Et ce que je vais faire, je vais écrire boom. OK, donc on va remplacer le contenu A, B ou C par boom. Je fais un espace pour le style. Je rafraîchis la page. Je vais agrandir un peu. Je vais cliquer sur C. C a été sélectionné, que le bouton C a été sélectionné dynamiquement par $10 et $10.html a remplacé le contenu du nœud qui venait de déclencher l'événement. A et B. Okay, je rafraîchis. C'est pas de la magie. Je pourrais prendre A, B, C dans l'ordre. Ça fonctionnerait aussi. Ça ici, je dirais que c'est un des concepts les plus abstraits dans tout le cours. Okay? Parce que je ne peux pas vous dire à l'avance c'est quoi l'élément. Je ne peux pas vous montrer concrètement. C'est dynamique, c'est JavaScript qui décide pour vous. En fait, ce n'est pas JavaScript, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une manière dynamique de sélectionner des éléments. Et aussi, je le répète parce que c'est important, il y a souvent des erreurs. Le $10 pourra seulement prendre la valeur d'un des nœuds qui a été sélectionné précédemment. Donc, $10 ne pourrait pas récupérer, ne pourrait pas représenter un autre nœud que les nœuds de la sélection, ce qui est logique, parce que le clic, le gestionnaire d'événements, est seulement observé sur cette sélection-là. Alors, il peut seulement avoir un de ces nœuds-là qui déclenche l'événement et qui est ensuite récupéré par $10. Parfait. .html, boom. Comment combiner les idées ensemble maintenant? Imaginez, on stocke des ID dans data-id. On veut récupérer le bon ID au moment du clic pour ensuite faire quelque chose d'autre avec. Là, je vais vous montrer avec data test, okay, mais l'idée peut être appliquée de plusieurs façons. Ce
qu'on va faire, on va essayer de récupérer bonjour, hello ou salut en combinant le this et le point data. Alors, je ne saurai pas à l'avance lequel des éléments que je vais cliquer. Je vais le sélectionner dynamiquement avec $10, mais je sais que mes trois éléments potentiels dans ma sélection, les trois ont un attribut data test. Alors, si je fais $10.data et que je récupère pour la valeur test, je devrais voir soit bonjour, soit hello, soit salut. Alors, faisons ça. $10, donc le nœud de ma sélection qui vient de causer le clic. Je veux récupérer son attribut data-test. Alors, avec la syntaxe appropriée qui est la méthode .data et tout ce qui suit le premier trait d'union. Donc ici, ça serait juste test. Je viens récupérer dynamiquement la valeur. C'est bien beau la récupérer, mais là, je ne peux rien faire avec parce que je ne l'ai pas stocké en quelque part pour m'en servir. Alors, on va l'assigner à une nouvelle variable. Je peux l'appeler data-test. Okay, ça, c'est moi qui choisis ça. Ça pourrait être banane, patate, orange, ça n'a pas d'importance. Dans une application réelle, on prendrait une variable qui est plus explicite. Je pourrais l'appeler produit ID, je pourrais l'appeler SKU, okay, mais là ici, data test. Et j'affiche dans la console mon data test. Et je le répète, vous avez peut-être l'impression que je vous montre quelque chose qui ne vous servira pas. Là, on voit la théorie, on voit comment l'appliquer, mais après ça, dans les exercices, dans les évaluations, vous aurez des cas beaucoup plus réels okay, de l'utilisation de data avec this dans un gestionnaire d'événements. Allons-y, je rafraîchis ma page, j'appuie sur C, le $10.html, boom, a fonctionné, et j'ai récupéré salut. Là, c'est mélangeant le bonjour, là, ça je l'ai enlevé, mais c'est la ligne 3 qui cause le bonjour, c'est cette ligne-ci, je la désactive. On recommence. C, salut, le A, bonjour, B, hello. Voyons voir si C, c'est salut, A, c'est bonjour, C, salut, ici, pour le bouton C, A, c'est bonjour, et B, c'est hello. Alors, ça a bien fonctionné. Prenez le temps de relire ça, prenez le temps de jouer avec chacune des parties, de comprendre spécifiquement c'est quoi $10, comprendre c'est quoi .data. Okay. Tout ça ensemble, on va l'assembler de manière encore plus avancée au cours 8 dans l'exercice intégrateur du bloc 2. Maintenant, tout ce qui est concept unitaire, on aura tout vu. Ce sera juste des nouveaux assemblages, mais la matière aura été présentée. Alors, ça ici, c'est fait. Je reviens au diapo. On va aller dans la section du bloc 2.3. OK. Gestionnaire d'événements, on l'a présenté. D'habitude, ça, c'est assez bien compris, je dirais, parce que c'est quelque chose qu'on comprend intuitivement. Okay? On le voit nous-mêmes quand on navigue sur Internet. Il y a des choses qui se passent quand on déclenche des événements. Différents types d'événements, touche qui est appuyée, un clic, lorsque le focus est appliqué, pardon. On pourrait avoir lorsque le focus est enlevé aussi, toutes sortes d'événements. Vous pouvez visiter ce lien-ci pour voir différents types d'événements. Okay, ça peut vous inspirer. Ensuite, ça c'est la syntaxe à utiliser pour le cours. On a dit qu'on va prendre le point on, mais si vous préférez prendre les raccourcis comme point clic, point focus, point mouse enter, peu importe, allez-y. Dans ce cas-là, vous n'aurez pas à écrire l'événement en deux, ça va être plutôt la méthode raccourci. Vous aurez juste la fonction. Pour tous ceux qui vont prendre la syntaxe ici, vous venez avec la fonction et à l'intérieur des accolades de la fonction, c'est là que vous allez définir toutes les actions à prendre lorsque l'événement est déclenché. Stockez ça en quelque part. OK, vous allez juste copier-coller après ça, vous allez sauver des erreurs. Maintenant, on a parlé du sélecteur $10, la méthode .data. On a dit que c'est une des parties les plus difficiles du cours. Expliquer le rôle des attributs data, expliquer qu'est-ce qui se passe avec une sélection dynamique lorsque l'événement est déclenché. Donc, tout ça, ça a été couvert. Ici, un petit exemple qui est inspiré un pour un du code qu'on a utilisé pour la démo. Et c'est maintenant à votre tour d'expérimenter avec les gestionnaires d'événements. Après ça, ça sera la fin du cours. Alors, comme d'habitude, je vous laisse lire la description, je vous laisse essayer l'exercice, vous rendre le plus loin possible. Moi, je vais préparer les fichiers
et on va se revoir pour la solution. À tantôt! Super! Alors, j'ai chargé le fichier de départ dans un nouveau fichier qui s'appelle solution.html. J'ai copié-collé app.js. Maintenant, on va débuter avec notre séquence habituelle. Premièrement, copier le lien vers le CDN de jQuery. Deuxièmement, lier le fichier app.js qu'on vient de créer. Faire un petit test ici, console.log de test. Je sauvegarde, j'ai chargé mon fichier dans le navigateur. Je vais rafraîchir, je vois bel et bien test pour la ligne 1. Ça fonctionne. L'étape 3, ça serait d'aller consulter la documentation. Donc, j'ai déjà expliqué c'est quoi la méthode data, mais je me mets à votre place. Vous pourriez venir ici sur le lien fourni, lire un peu, regarder les exemples. Même dans ce cas-ci, vous pourriez reprendre la capsule vidéo, revenir en arrière un peu. Donc, ça, c'est l'étape 3, la documentation. Et étape 4, écrire notre code. Donc, je viens ici. OK, ça c'est fait aussi. Je vais copier-coller tout ce qui est dans 3. Je vais le mettre en commentaire et on va y aller étape par étape. Donc, ajouter un gestionnaire d'événements. Pour le faire, vous allez copier-coller le bloc de code. Moi, je vais l'écrire à la main, mais je vous encourage vraiment à vous pratiquer avec le template, disponible en démo 1 ici, description. Je sais que des fois, je radote, mais il vaut mieux que ça soit clair. OK, sélection faite sur tous les éléments avec une classe de BTN achat. Vous pouvez valider. Classe BTN achat. Donc, vous voyez ici ce que j'ai fait. J'ai créé une classe qui n'existe pas en Bootstrap. Et c'est pour ça que je n'aimais pas vraiment dans la démo 2 utiliser une classe Bootstrap. BTN, BTN Primary sont des classes Bootstrap. Et dans le cadre de l'exercice, on se sert de Bootstrap, ce qui n'était pas le cas en démo 2. BTN Block, c'est aussi une classe Bootstrap. BTN achat. Et quand vous voyez un mot qui est en français comme achat, c'est sûr que ce n'est pas une classe Bootstrap, parce que Bootstrap, c'est fait en anglais. Alors, les développeurs n'auraient pas utilisé BTN achat. Tout ça pour dire, sélection sur tous les éléments avec une classe de BTN achat. L'événement sera un clic. Le clic, des fois j'écris avec QE, mais clic ici. De souris. Les actions à prendre. Okay, donc, quand on sera rendu à les actions à prendre, on réitérera. Mais pour l'instant, je veux définir mon gestionnaire d'événements. On a dit tous les éléments avec une classe de BTN achat. Une bonne sélection. Si jamais vous êtes incertain que votre sélection fonctionne, avant même de vous rendre au gestionnaire d'événements, rien ne vous empêche de faire des tests avec .html. Et si je fais ça, je rafraîchis ma page, boum, je vois que ça fonctionne. Donc, faites des petits tests intermédiaires, ensuite vous revenez en arrière, .on. L'événement sera un clic. Clic. J'aurai besoin d'une fonction anonyme. OK. On va tester si ça fonctionne. Console.log, le bouton, ou plutôt un des boutons vient d'être cliqué. Un des BTN vient d'être cliqué. Je vais avoir des guillemets doubles. Sauvegarde. Rafraîchir. Si je clique, un des BTN vient d'être cliqué. Sandwich, croissant. Parfait, ça fonctionne. Good. Donc, à l'intérieur de mon gestionnaire d'événements, c'est là que je vais définir les actions à prendre entre mes accolades. C'est vraiment important de comprendre ça. Si vous mettez les actions après, c'est pas du tout la même chose. C'est quoi les actions? Ou ce sont quoi les actions? On récupère la valeur de l'attribut data tag produit grâce à la méthode data. Je vais mettre le word wrap. Et le sélecteur 10. C'est certain ici que vous allez avoir besoin du sélecteur 10 parce que vous ne savez pas à l'avance quel bouton va déclencher l'événement. Vous avez 3 éléments, donc 3 nœuds, qui portent la classe BTN achat. Ce lien-ci, ce lien-ci et ce lien-ci, les 3 balises A. Et les 3 portent la classe BTN achat. Vous ne savez pas à l'avance lequel des éléments va déclencher l'événement. Est-ce que ça sera café grand latte quand je vais cliquer dessus, croissant, sandwich? Vous ne le savez pas. Alors, on aura besoin de $10. Comme ça, le BTN achat spécifique qui vient de déclencher l'événement
sera récupéré dynamiquement. Parfait. Sur cet élément-là, dynamique, on récupère ce qui est dans l'attribut data tag produit. Ce qui est logique, parce que chacun des éléments avec BTN achat comme classe porte également data tag produit. Ce qui ne serait pas correct, ça serait, exemple, de mettre la classe sur un autre élément, BTN achat, et essayer de récupérer un attribut data sur un élément qui ne porte pas la classe BTN achat, parce que on aurait un risque au moment de la sélection de se retrouver avec un nœud qui n'a pas l'attribut data tag produit. Alors assurez-vous que votre sélection et potentielle a toujours l'attribut data que vous souhaitez récupérer. Ça c'est beau, c'est dit. Point data, et je passe tag produit parce qu'on sait que le préfixe data- ne doit pas être mis dans la chaîne de caractères qu'on passe en argument. OK. Maintenant, tout ceci, on l'assigne à une variable pour récupérer la valeur plus tard, pour nous en servir plus tard. Je vais appeler ça tag produit. Et qu'est-ce qu'on fait avec? On l'affiche dans la console. Console.log tag produit. On ne fait pas grand-chose encore avec. Au cours 8, on va voir comment composer des sélecteurs dynamiquement avec ce qu'on récupère dans des attributs de data. On n'est pas rendu là encore, là on voit la théorie pour l'instant et on la pratique. Je sauvegarde, je rafraîchis ma page, je vais cliquer sur croissant, je vois croissant. Est-ce que ça correspond à ce qu'on a dans l'attribut ici data tag produit? Tout à fait. Je vais cliquer sur café latte grand. Voyons voir si j'ai latte-g. Oui. Et sandwich. Sandwich en minuscule. Est-ce que c'est bel et bien le cas? C'est bel et bien le cas. Okay, alors, ça a fonctionné. Je vous montre ce qui se passe si, exemple, BTN achat était sur la division à la place. Excusez-moi. Si j'avais mis la classe BTN achat ici, au lieu de sur mon lien. Donc, je l'enlève. Et je vais cliquer sur café latte grand. Quand je clique dessus, on n'a rien. Undefined. Et c'est logique. Pensons-y. Je sélectionne avec mon JavaScript tous les nœuds portant une classe de BTN achat. Donc, je l'ai ici dans ma division. Je l'ai ici. Je l'ai ici. Quand le clic se passe, le clic déclenche un événement. Mais là, il le déclenche sur ma division parce que ma division contient mon lien. Alors, automatiquement, en anglais, on appelle ça bubble up. Ça remonte vers le haut. Alors, l'événement se passe toujours sur un des nœuds qui a été sélectionné. Alors ici, BTN achat, le clic se passera automatiquement sur un de ces nœuds-là. Mais là, dynamiquement, on récupère la division et on essaie d'accéder à un attribut data tag produit qui n'existe pas sur la division. Alors, ça nous retourne undefined. C'est pas évident à comprendre au début, okay, mais prenez le temps de jouer avec ça. Et je vous mentionne cet aspect-là parce qu'éventuellement, vous aurez vous-même à choisir les bonnes classes ou encore à les écrire de manière à ce que ça soit fonctionnel. Alors, vous devez comprendre que votre sélection dynamique doit vous garantir un attribut de data si vous comptez vous en servir avec le $10. OK? Ça, c'est la solution ici. Si jamais il y a des questions, n'hésitez surtout pas, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de clarifier ce que je n'ai peut-être pas assez expliqué en détail. Sinon, c'est la fin du cours 7. Donc, cours 7, on a introduit, je dirais de manière un peu plus concrète, l'idée d'interactivité avec la sélection d'éléments, on parcourt le DOM pour sélectionner des éléments, la manipulation de ces éléments-là, on peut les modifier, les manipuler avec des actions comme .html, .append, .hide, .show, .slide_toggle. On en verra d'autres aussi. Finalement, on a vu comment les gestionnaires d'événements nous permettent de rendre les manipulations et les sélections synchronisées avec des événements. Et c'est ce qui donne l'effet réel d'interactivité. On a aussi vu je reviens ici, deux concepts qui sont différents du gestionnaire d'événements, mais qui sont souvent utilisés conjointement. Le $10
et la méthode point data. Alors, c'était le cours 7. Merci beaucoup de votre écoute. Préparez-vous bien pour le cours 8. J'ai hâte de vous voir. On va faire un exercice intégrateur vraiment stimulant. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.